Merci beaucoup Marjorie. Alors je vais encore parler des Européens, mais peut-être avant de parler de ce qu'on a fait depuis le 24 février 2022, je vais revenir sur où on en était avant le 24 février 2022. Très rapidement pour dire simplement que cette région, la Russie et l'Europe orientale, était probablement de tous les sujets de politique étrangère, celle qui concentrait les plus fortes divergences entre les États membres de l'Union européenne. Encore une fois, parmi tous les sujets de politique étrangère. Des divergences sur la Russie d'abord. Alors on a tendance souvent à présenter ces divergences comme un clivage géographique entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Un pays comme la Grande-Bretagne, lorsqu'il était encore membre de l'Union européenne, avait sans doute des positions plus proches de celles de la Pologne que de celles de la France. La Finlande est sur des positions plus proches de celles de la France que de celles de la Suède. La Bulgarie et la Roumanie ne sont pas sur la même ligne, donc c'est tout sauf un clivage géographique en réalité, et c'était plutôt un clivage entre ceux qui considéraient la Russie comme une menace dont il s'agissait de se prémunir et ceux qui s'efforçaient pour différentes raisons, économiques, politiques, sécuritaires, etc., d'établir avec la Russie une relation de partenariat. Et puis on avait entre ces deux grands groupes un groupe important de pays qui ne se faisaient pas forcément entendre beaucoup sur ces sujets, mais qui avaient chacun une relation spécifique avec la Russie, du fait de leur histoire, de leur géographie, de leurs relations économiques, etc., etc. Tout ça les conduisant à privilégier soit une approche prudente vis-à-vis de la Russie, soit au contraire un dialogue plus ou moins poussé. Deuxième sujet de divergence, c'était des divergences sans doute moins visibles, mais très prégnantes sur le voisinage oriental et sur la nature de l'instrument politique qu'avait mis en place l'Union européenne pour cette région, le partenariat oriental. Pour certains pays européens, et notamment pour les initiateurs du partenariat oriental, la Pologne et la Suède, cet instrument avait vocation explicitement à sortir les partenaires orientaux de la sphère d'influence russe et à terme à les préparer à rejoindre l'Union européenne. À l'inverse, il y avait un certain nombre de pays européens, et notamment la France, qui insistaient sur le caractère non confrontationnel de cette politique, donc c'était tout sauf quelque chose qui devait être tourné contre la Russie, et sur le cloisonnement hermétique entre le partenariat oriental et la politique d'élargissement. Le partenariat oriental n'avait pas vocation à préparer ces pays à rejoindre l'Union européenne. Il y avait également des divergences importantes sur la question d'une éventuelle assistance en matière de sécurité aux pays du voisinage européen. Alors, au-delà de ces divergences, je pense qu'il faut quand même rappeler que depuis 2014, il y avait un consensus entre Européens, alors qui faisait l'objet de débats éternels sur l'interprétation de ces principes, mais il y avait quand même 5 principes fondateurs des relations de l'Union européenne avec la Russie, qui n'avait jamais été remis en question depuis 2014 et qui notamment comprenait la politique des sanctions établies en 2014, sanctions qui se sont établies à l'unanimité et peuvent donc être remises en cause à l'unanimité, or elles ne l'ont jamais été. Et puis deuxième principe qui faisait l'objet d'un soutien explicite, même si en coulisses il y avait sans doute plus de critiques, c'était le soutien aux efforts de la France et de l'Allemagne pour essayer d'amener à une solution du conflit dans le Donbass. Je m'arrête là sur l'héritage, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les défiances qui sont héritées de plusieurs années, voire un peu plus, de débats particulièrement compliqués sur cette région, et en particulier sur la relation avec la Russie. Depuis le 24 février, ce qu'on a vu, c'est pratiquement tout l'inverse, c'est-à-dire une unité affichée et résolument affichée des Européens, à la fois sur le soutien à l'Ukraine et sur la relation avec la Russie. Alors sur la politique de soutien à l'Ukraine, ça se traduit d'abord par des déclarations. Dès le 24 février, déclaration des Européens pour condamner avec la plus grande fermeté l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, je cite. Et puis, dès le 25 février, adoption du premier paquet de sanctions de l'Union européenne. Quand on sait le temps que prennent ces décisions habituellement, 24 heures pour adopter un paquet de sanctions déjà très ambitieux, c'est, à ma connaissance, un record absolu. Et puis, entre février et décembre, on a eu 9 paquets de sanctions qui ont été adoptés. On est en train de discuter du 10e pour une adoption à la date anniversaire, enfin autour de la date anniversaire de l'offensive du 24 février. 9 paquets qui touchent plusieurs centaines de personnes et d'entités et de très vastes secteurs de la relation
des relations économiques avec la Russie. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, donc j'y reviens pas. Juste pour dire que dès le premier paquet de sanctions, on va au-delà de ce qui était imaginable avant le 24 février. Troisième signe de cette unité européenne, c'est l'assistance militaire à l'Ukraine. Alors ça a été évoqué aussi plusieurs fois. Dès le 27 février, l'Union européenne décide de mobiliser la Facilité européenne de paix pour permettre l'achat d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est une nouveauté à plusieurs égards. D'abord parce que, ça a été dit, la Facilité européenne de paix n'était pas faite pour ça. Elle était faite pour équiper en équipements non létaux des armées qui étaient plutôt des armées africaines en général, mais jamais l'Ukraine. Or là, on mobilise des enveloppes de montants jamais atteints auparavant pour équiper un pays tiers avec des armements. Et cet instrument, il a été mobilisé à plusieurs reprises, il a été mobilisé sans discontinuité depuis février de l'année dernière. Je ne reviens pas sur les montants qui ont été évoqués. J'ajouterai juste qu'on est au-delà de 50 milliards d'euros d'assistance de l'Union européenne à l'Ukraine depuis le 24 février dernier, quand on cumule l'assistance militaire, financière et humanitaire. Donc on est sur des montants qui sont là aussi, à ma connaissance, sans précédent. Deuxième élément de cette assistance militaire, c'est la mission d'assistance militaire à l'Ukraine qui a été décidée en octobre 2022 et qui devrait former jusqu'à 30 000 personnels militaires ukrainiens. Là aussi, quand on sait qu'avant le 24 février, on n'était pas capable de se mettre d'accord sur le principe d'éventuellement un jour avoir une politique d'assistance en matière de sécurité pour des pays comme l'Ukraine, le chemin parcouru est extrêmement important. Deuxième sujet d'unité, j'essaye d'avancer vite sur la relation avec la Russie. Alors là, c'est un sujet sur lequel le CFR a conduit une étude que je vous invite à lire parce qu'elle est évidemment excellente, auprès des 27 gouvernements des États membres de l'Union européenne. Et ce qui ressort de cette étude, c'est un consensus absolument inédit, à la fois sur la vision de la Russie, qui est vue comme le pays agresseur et un pays vis-à-vis duquel l'UE doit sortir de ses relations de dépendance, notamment énergétiques, et puis sur la manière de traiter la Russie, donc le soutien à la politique de sanctions, la nécessité de suspendre un certain nombre de coopérations antérieures avec la Russie. Autre élément important qui ressort de cette étude, c'est que, et ça répond à une question qui avait été posée dans le panel précédent, cette unité, elle se fait sans leadership identifié. C'est-à-dire que quand on interroge les gouvernements sur quel est le pays leader des efforts européens pour répondre à la Russie, certains pays peuvent citer l'Allemagne, mais ça n'est pas une majorité. Certains pays moins nombreux, malheureusement, citent la France, mais là encore, ça n'est pas une majorité. Et en réalité, la majorité des pays disent qu'il n'y a pas de leader identifié dans cet effort. C'est un consensus qui se fait sans leadership identifié. Une exception, cependant, dans ce tableau sur le consensus vis-à-vis de la Russie, c'est évidemment la Hongrie, qui, sur tous les sujets que j'ai évoqués, se démarque des autres pays européens, et qui d'ailleurs depuis, en tout cas sur les derniers paquets de sanctions adoptés par l'Union européenne, a réussi à négocier un certain nombre d'exemptions qui risquent, mais j'y reviendrai, de poser un certain nombre de problèmes pour l'avenir. Troisième sujet d'unité, c'est la vision du rôle de l'Union européenne dans son voisinage, donc au-delà de l'Ukraine. On se souvient qu'en juin 2022, l'Union européenne a décidé de reconnaître le statut de candidat à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie, et de reconnaître une perspective européenne pour la Géorgie. Donc là, on sort complètement de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le cloisonnement entre les politiques du partenariat oriental et de l'élargissement, pour reconnaître que l'élargissement est l'un des instruments d'une influence géopolitique de l'Union européenne dans son voisinage. Alors ça pose un certain nombre de questions sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion. Autre traduction de cette vision plus géopolitique du voisinage, c'est le soutien spécifique à la Moldavie, qui est très clairement identifié maintenant comme un pays fragile, le pays qui, avec l'Ukraine, est le plus affecté par cette crise, et quelque part le maillon critique de cette guerre, parce que la Russie a un certain nombre de moyens de déstabiliser la Moldavie, on en a entendu parler dans ces derniers jours, et si la Moldavie tombe, ça changerait quand même beaucoup de choses à la fois pour l'Ukraine et pour l'Union européenne. Dernier exemple de cette vision plus géopolitique, c'est l'engagement de l'Union européenne dans les crises du Sud-Caucase.
Et je pense là en particulier à la mission qui a été établie il y a quelques semaines à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi aux efforts de médiation de Charles Michel dans le conflit entre ces deux pays. Donc là, je pense qu'on a clairement une prise de conscience par l'Union européenne de l'importance de la stabilité de son voisinage oriental d'une part et du rôle qu'elle a à jouer pour contribuer à cette stabilité. Je termine sur certains angles morts, des non-dits et puis des risques pour l'unité européenne. Alors d'abord, un angle mort qui me paraît crucial, qui est la Biélorussie. S'il n'y avait pas eu en 2020 une élection frauduleuse dans ce pays, s'il n'y avait pas eu des manifestations réprimées dans le sang avec le soutien de Moscou, et s'il n'y avait pas eu depuis 2020 une perte progressive par la Biélorussie de pans de plus en plus importants de sa souveraineté, la Russie n'aurait pas pu, le 24 février, lancer son offensive depuis le territoire de la Biélorussie, donc en ciblant Kiev. Et donc, il faut avoir une réflexion spécifique sur ce pays qui ne se limite pas à le considérer comme partie d'un espace de sécurité de la Russie, parce que ce sera un élément clé pour la stabilité de l'Union européenne à l'avenir. Le fait que la Biélorussie soit ou non intégrée à l'espace de sécurité russe, ou qu'elle puisse revenir à une forme de neutralité qui était jusqu'en janvier 2022 inscrite dans sa constitution, dépendra, enfin de cet élément-là dépendra très largement non seulement la sécurité de l'Ukraine, mais aussi la sécurité de la Pologne, de la Lituanie et donc de l'Union européenne. Des non-dits, la relation avec la Turquie, on en a un petit peu parlé, c'est un allié, mais c'est aussi un pays qui a une relation de plus en plus ambiguë avec la Russie, même si elle met à profit cette relation pour aussi jouer un rôle de médiateur sur un certain nombre de sujets importants, l'accord sur les céréales, les échanges de prisonniers. Donc comment est-ce qu'on traite cet allié un peu compliqué? Je ne suis pas sûre qu'on ait une vraie discussion sur ce sujet. Deuxième non-dit, l'avenir de la relation avec la Russie. C'était une discussion qui était difficile avant le 24 février, c'est une discussion qui sera d'autant plus difficile pour l'avenir qu'on n'a en réalité aucune visibilité sur ce que sera la Russie de l'après-guerre. Alors ça dépend évidemment de l'issue de la guerre, mais ça dépend aussi de la durée de cette guerre et de l'impact que ça aura sur l'économie, la société et le système politique russe. Et fondamentalement, je pense qu'on a au sein de l'Union européenne plusieurs groupes de pays, certains qui considèrent qu'il n'y aura pas de règlement du conflit sans changement de régime en Russie, certains qui vont encore plus loin et qui disent tant que la Russie restera l'état multiethnique qu'elle est aujourd'hui, elle restera fondamentalement impérialiste et donc sans effondrement de la Russie dans ses frontières actuelles, ses voisins ne seront jamais en sécurité. Et puis d'un autre côté, ceux qui imaginent possible un retour au type de relations antérieures à cette guerre, la Hongrie, mais peut-être aussi l'Autriche et un certain nombre d'autres pays. Et puis un groupe de pays qui considèrent que, quelle que soit la Russie de l'après-guerre, il faudra trouver des moyens de cohabiter avec ce pays, et avec une Russie qui pourrait être fragilisée, pourrait être plus agressive. Et donc, il faut réfléchir dès à présent, sans aucune visibilité sur l'après, à la manière de gérer cette relation. Parce qu'en réalité, c'est de la vision qu'on a de l'avenir de cette relation que dépend la politique qu'on doit avoir aujourd'hui vis-à-vis de la Russie. Il faut vraiment que j'accélère. Donc, voilà. Difficulté à penser l'Ukraine d'après-guerre, pour les mêmes raisons, parce que ça dépendra de la durée et de l'issue de cette guerre, de l'impact démographique, économique, social, de la question de la reconstruction, de la question du retour éventuel des réfugiés, et donc de la question des garanties de sécurité que l'on est ou non prêt à accorder à ce pays, puisque c'est de ça que dépendra l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans une négociation, l'arrivée d'investisseurs pour reconstruire ce pays, le retour de réfugiés, etc. Je n'entre pas dans les détails sur ce sujet-là, mais je pense qu'il est fondamental sur tous les autres sujets. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. C'est l'avenir de la sécurité européenne. Je crois qu'il y a de vraies différences de vision entre Européens sur ce sujet et que lorsqu'on engagera cette discussion, elle risque d'être extrêmement compliquée. Je finis sur les risques pour l'Union européenne. Premier risque, l'impact asymétrique de cette guerre. À la fois en termes de réfugiés, on l'a dit, la Pologne accueille plusieurs millions de réfugiés. Ça n'est évidemment pas la même chose que d'accueillir 100 000 réfugiés comme le fait la France. Inflation, on est à 7% en France, on le sent déjà. Les Pays-Bas sont à 20%, je pense qu'ils le sentent très fort.
impact sur les approvisionnements énergétiques et donc sur la compétitivité des économies. Tout ça fait que les différents pays européens, petit à petit, vont se dire qu'eux consentent des sacrifices que les autres Européens ne consentent pas forcément et que donc les discussions, notamment sur les futurs paquets de sanctions, mais pas seulement, vont être de plus en plus difficiles. Deuxième facteur de division, les différences de perception sur les risques d'escalade, mais aussi sur la capacité des Européens à faire face à ces risques d'escalade. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a très bien vu dans le débat sur la livraison de chars lourds à l'Ukraine, avec une Allemagne qui, pour des raisons historiques très compréhensibles, a une vision des risques d'escalade qui est sans doute différente de celle des autres pays européens, et donc des attentes vis-à-vis du lien transatlantique sur ce sujet qui sont aussi un peu différentes. Plus généralement, je crois qu'il y a une différence de perception sur les enjeux de ce conflit, avec des pays qui le perçoivent comme littéralement existentiel, d'autres qui considèrent que ce conflit met en cause des principes fondamentaux de l'ordre international, et donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et puis certains pays qui, au fond, ne se sentent pas forcément aussi concernés et se disent que une fois que ce sera fini, on pourra revenir à ce qu'on connaissait auparavant. Je termine peut-être par là où mon voisin avait commencé, en citant à la fois Bismarck et Dostoïevski. Si la force prime le droit, alors tout est permis. Et donc je pense que dans ce qui est en jeu aujourd'hui, dans l'unité européenne, que l'on se doit de défendre, il faut être conscient que le calcul de Vladimir Poutine est aussi que cette unité européenne ne durera pas et qu'on finira par lâcher les Ukrainiens parce qu'on ne réussira plus à se mettre d'accord sur notre soutien. Or, ce qui est en jeu, ça n'est pas uniquement nos valeurs, ce sont aussi des intérêts de sécurité, parce que si la force prime le droit, on est assez mal parti. Voilà.